tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre Late Show de l'après-midi avec un invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Nous sommes le lundi 9 décembre, début d'une semaine riche en suspense après une cérémonie d'ouverture de Notre-Dame digne d'un mix entre une mini-ouverture des JO, d'un son et lumière du Puy du Fou et du revival de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'est la foire aux questions cette semaine. Qui sera notre Premier ministre? Qui sera la prochaine Miss France? Qui sera le prochain successeur de Bachar el-Assad? Qui sera la remplaçante de la maîtresse de mon fils en congé maladie, elle-même remplacée par une remplaçante, elle aussi en congé maladie? Quelle station de ski aura de la neige pour les vacances? Quel cadeau allez-vous acheter à vos proches pour les fêtes? Quelle bûche ou chocolat trouverez-vous sous votre sapin ou à côté de votre Hanoukia? Ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler délices, saveurs, inspiration et création. Son nom à lui seul évoque l'évasion et la gourmandise. D'ailleurs, il en fait plus qu'un péché mignon, mais le plus exigeant des arts de vivre. Donnez-lui des parfums, des saveurs, du sucre et de la matière. Avec son nez, son flair et son cœur, il saura vous en faire une œuvre d'art. Le rouleau à pâtisserie lui est tombé sur le coin de la tête quand il était tout petit. Et depuis, il ravit nos papilles de ses chocolats et pâtisseries. Sublimer le produit, explorer nos envies, créer et recréer pour atteindre la parfaite harmonie. Le sens du détail comme en joaillerie. Voilà quelques secret de la recette qui fait son génie. Architecte du goût, comme il aime s'appeler lui-même, ou Picasso de la pâtisserie, comme l'appellent les autres, initial PH, comme la mesure en chimie, qu'il pratique d'une certaine manière, ou HP, comme haut potentiel culinaire ou haute pâtisserie. J'ai l'honneur de recevoir l'artiste de la pâtisserie et de la chocolaterie le plus renommé au monde, Pierre Armé. Bonjour Annabelle. Bonjour Pierre, je suis honoré et ravi de vous recevoir aujourd'hui, pour moi toute seule dans ce studio. Et vous n'êtes pas venu tout seul, puisque vous êtes venu avec vos bébés, avec certaines de vos créations. Donc on a sur ce plateau, pour ceux qui veulent regarder l'émission, vous pouvez nous suivre sur YouTube en live. On a des chocolats, des macarons et une bûche, puisque évidemment nous sommes rentrés dans la haute saison. Voilà, ouais, on va bien montrer le design. On est rentré dans la haute saison pour vous, la saison de la période des fêtes, cette émulation, cette effervescence qui est autour de ça. Comment ça se passe cette année 2024 ? Alors, comme tous les ans, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gourmandises. Et puis, on a des clients fidèles, des clients qui viennent chercher cette émotion que procurent nos gâteaux. Justement, comment ça se passe? Comment ça se prépare je dirais une saison? C'est ce point culminant de l'année. Comment ça se prépare? Vous avez besoin de combien de temps à l'avance, justement, pour entrer dans la création d'une nouvelle année? Je suis en train de finaliser la collection 2025. Ah ouais. La collection de Noël 2025. Finaliser à la fois la thématique, l'aspect visuel et puis les saveurs. Parce que notre métier, c'est pas de faire du visuel, mais c'est de faire des saveurs, parce que notre langage, c'est le goût, et donc d'exprimer des saveurs différentes. Alors, vous allez toujours trouver la bûche Ispahan, qu'on trouve également cette année, et puis plein d'autres choses. Mais cette année, vous avez quelques bûches qui sont vraiment incroyables, comme tous les ans, mais je pense notamment à la bûche... au marron et cassis, au marron et gingembre, oui, avec une touche de vanille. J'ai confondu avec le macaron. Il y a un macaron qui s'appelle améthyste au marron et cassis, qui est absolument délicieux. Et sinon, je vous recommande de tester le macaron à la truffe noire et pain poilane. Parce que vous avez le goût de la truffe et le côté croustillant et grillé du pain grillé. Alors c'est à chaque fois un voyage dans l'essence quand vous dites... évidemment, vous êtes un explorateur du goût, mais du visuel aussi, puisque comme on l'a dit... Voilà, chaque collection, justement, comment vous faites chaque année? Donc, on a compris que vous avez au moins un an d'avance sur la création de l'année d'après. On est vraiment comme dans la haute couture, si ce n'est plus. Et vous aimez vous accompagner donc d'autres artistes. Par exemple, cette année, on a au dessin un artiste avec lequel vous avez travaillé, qui est Dimitri Rybalchenko, si je le prononce bien. Alors, Dimitri, à partir d'un thème qui est celui de l'univers minéral, c'est pour ça que la collection s'appelle Pierre par Pierre. Dimitri a imaginé un dessin. Ce dessin, il est reproduit sur les boîtes, sur les emballages. Alors, et puis, il est aussi... j'ai utilisé ce dessin pour décorer les bûches de Noël et
avec Dimitri, nous avons conçu ensemble une bûche d'exception qui s'appelle Révélation, qui est tout un univers, tout un ensemble de minéraux, en chocolat bien sûr, dont certains sont fourrés de pralinés, et puis au centre, une bûche qui s'appelle Révélation, avec au chocolat pure origine Équateur, plantation Hacienda Eleonore, et avec des petites touches de sel de soja à l'intérieur qui vient révéler et sublimer le goût du chocolat. Qui vient nous surprendre et nous sublimer le goût du reste de la bûche que j'ai eu le plaisir de goûter en septembre au Club des Croqueurs de Chocolat, dont vous êtes un membre qui revient en permanence, puisque c'est aussi un club qui je crois que je suis membre du Club des Croqueurs de Chocolat depuis 1988. D'ailleurs, c'est un club qui vous a assez rapidement mis en lumière, il me semble. Oui, j'ai eu le plaisir de faire goûter mes chocolats il y a très longtemps, et mes gâteaux, et donc le club a toujours apprécié, a toujours été un fervent supporter des créations chocolatées de la maison Pierre Hermé Paris. Alors, ce qui a été un vrai plaisir, je reviens sur cette dégustation qu'on a fait par exemple en septembre avec donc le Club des Croqueurs de Chocolat, c'est que non seulement on déguste vos créations à vous, mais que vous mettez aussi en lumière des jeunes créateurs et des jeunes artisans avec lesquels vous travaillez. En fait, ce sont des gens qui ont travaillé dans la maison et qui sont établis à leur compte. Et donc, que j'ai voulu faire connaître au public parisien, parce que ils n'ont pas forcément l'opportunité de présenter leurs produits à Paris. Donc, j'ai voulu mettre en lumière 4 anciens collaborateurs de la maison qui sont à leur compte et qui font de très bons produits. Très, très bons produits. Justement, ce rôle de mise en lumière et de transmission, c'est quelque chose de très important dans votre philosophie. La transmission est vraiment fondamentale dans les métiers de l'artisanat. Notre métier de pâtissier, même si on dit qu'on est créateur de gâteaux, mais c'est un métier de l'artisanat. Et donc, dans ces métiers de l'artisanat, c'est vraiment important. La transmission est fondamentale et c'est un devoir. C'est pas comme si on avait le choix. C'est un devoir de transmettre à des jeunes gens, de leur donner envie de faire ce métier, de les mettre en valeur, de les accompagner tout au long de leur chemin, de leur parcours dans la maison et même après. Quand vous dites c'est un devoir, c'est ce qu'on vous inculque ou c'est le devoir que vous vous êtes fixé ? Qu'est-ce que vous entendez par là en fait ? C'est inhérent au métier de l'artisanat. Le devoir, c'est de transmettre à d'autres générations pour que le métier continue, pour que le métier se développe, pour que le métier perdure. Et donc, pour moi, c'est une vocation de transmettre de différentes façons. Nous, on forme beaucoup de jeunes pâtissiers, mais aussi des vendeurs, des vendeuses que l'on accompagne dans leur carrière au sein de la maison. Et après, souvent. Et justement, depuis plusieurs années maintenant, vous avez eu une mise en lumière évidemment par votre talent, mais aussi à travers la télévision et des émissions. Et ce qu'on voit quand vous parlez de transmission, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très émouvant de voir ce lien qui se crée avec les gens que vous mettez en avant justement. C'est un métier comme ça où il y a plus que de la transmission, on dirait un espèce de lien affectif aussi. Enfin, il y a de la fraternité, il y a de la bienveillance. Pour moi, c'est extrêmement important et c'est quelque chose que l'on cultive au sein de la maison Pierre Hermé Paris parce que c'est normal. Les choses doivent être comme ça. Et ça me donne l'occasion, parce qu'on parle de chocolat, ça me donne l'occasion de parler qu'on a ouvert une boutique Infiniment chocolat. 23 boulevard des Capucines. Voilà, 23 boulevard des Capucines, et qui est une boutique entièrement dédiée au chocolat. Il n'y a pas un gâteau, il n'y a pas un macaron, il n'y a que du chocolat. Il y a tellement que du chocolat que c'est une expérience sensorielle à elle toute seule que de visiter la boutique, puisque vous avez pensé justement la boutique de manière à ce qu'on soit plongé dans cet univers, de par les matériaux utilisés, même pour créer le mobilier, le merchandising, etc. Comment vous avez pensé ce magasin, justement ? Alors, ce magasin, j'ai travaillé avec le cabinet Joint Moncou pour qu'il crée un écran pour le chocolat. Donc, je n'ai pas donné beaucoup d'indications. J'ai dit que je voulais que cet ensemble mette en valeur le chocolat et les chocolats. Et donc, quand vous rentrez, vous êtes accueilli par une jeune femme ou un garçon qui vous propose de goûter une fleur de capucine, parce que nous sommes boulevard des Capucines,
Et c'est une fleur de capucine qui peut être au chocolat au lait, au praliné, au chocolat noir. Déjà pour vous donner une idée de vos préférences. Et puis ensuite, vous êtes guidé dans la boutique par les vendeurs, vendeuses. Les conseillers, on peut dire. Qui peuvent vous aider et vous faire découvrir les bonbons au chocolat qui sont dispersés comme un orgue à chocolat ou à parfum. Et puis accompagner aussi pour déguster les snackings. Et puis les exclusivités. Il y a un certain nombre d'exclusivités dans cette boutique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a en ce moment un praliné amande et curry. C'est très original. Qui marche super bien. Il y a un praliné aux attards qui est délicieux. Il y a comme ça des tablettes. Il y avait des tablettes au citron noir, chocolat noir, citron noir. Il y a aussi les fleurs de guimauve. Parce que les fleurs de guimauve, c'est la conjonction entre l'univers de la guimauve, donc peut-être un peu régressif, un peu enfantin, ouais. Mais avec le chocolat, et ces fleurs de guimauve reprennent les associations de saveurs des bonbons chocolat et des saveurs fétiches de la maison Pierre Hermé Paris. Tout un tas justement, cette boutique, justement, j'allais dire tout un tas de nouvelles créations, en fait, j'aimerais savoir, puisqu'on parle, on va revenir évidemment sur toutes les créations et toutes les nouveautés de cette année, mais c'est quoi une journée type de Pierre Hermé ? Comment ça se passe dans votre cerveau ? Les journées types, il n'y en a pas. Justement, ça n'existe pas. Quelle est la part de... En fait, comment vous laissez... parce que là, donc, cette année, on est parti sur cette création pierre par pierre. Alors, pierre dans le sens du minéral, de la roche. Qu'est-ce qui vous a amené là-dessus ? C'est ce retour L'univers du minéral est un univers fascinant et j'ai voulu l'explorer à travers le dessin de Dimitri Rebalchenko. Je vous ai rendu hommage parce que je suis habillé aux couleurs de votre collection. Voilà. Et puis ensuite, j'ai travaillé autour du goût, c'est normal, c'est mon métier. C'est l'essence. Notre métier, c'est vraiment notre langage, c'est vraiment le goût. C'est pas le visuel, c'est le goût. Et justement, cette envie de revenir au minéral, au goût essentiel, c'est quoi vos sources d'inspiration de la vie, en fait ? Vous vous inspirez de quoi ? Parce que les sources d'inspiration, c'est bien sûr les ingrédients. Oui. Est-ce que c'est la culture aussi, la musique, des choses que vous voyez ? Je vous ai parlé du za'atar. Le za'atar, je le connaissais, je l'ai redécouvert lors d'un voyage en Israël, où j'ai découvert différentes variantes de za'atar. Et puis, c'est bien donc les ingrédients, mais aussi une discussion avec quelqu'un, une lecture, une image. Tout ça, c'est des sources d'inspiration. Il n'y a pas de règle, en fait. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de mode de fonctionnement. C'est parfois, moi, j'aime beaucoup le hasard et l'inspiration doit beaucoup au hasard. Justement, il vous arrive d'avoir des fulgurances comme ça. Parce que c'est vrai qu'on imagine toujours, on vous imagine en tout cas dans votre laboratoire avec toutes vos matières premières. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peut-être des fulgurances sur un événement ? D'abord dans ma tête, par exemple, ce macaron qui est ici, qui est à la truffe noire et pain grillé, pain poilane, c'est le souvenir d'un sandwich à la truffe que faisait le chef cuisinier Michel Rostand, avec des tranches de pain poilane, du beurre et des truffes en lamelles au centre. Il passait ça sous la rôtissoire et on avait ce goût de pain grillé mélangé avec la truffe. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu retrouver dans ce macaron. En une bouchée, quoi. En une bouchée, ça veut dire, d'abord on croque, on a le parfum de la truffe, le goût de la truffe, et puis ensuite la texture un peu croustillante et le goût du pain grillé. C'est vrai que c'est très original. Et d'ailleurs, dans cette création de pierre par pierre, j'en cite d'autres. On a Jade aussi, le macaron Jade, avec de association subtile d'avocat et de pamplemousse rose, avec quelques gouttes aussi de tabasco. On part vraiment dans... parce que l'avocat est quelque chose d'assez doux. Mm-hmm. Le fait d'y mettre une touche de tabasco, ça lui donne un peu de peps. Ouais. Mais on ne le sent pas, le tabasco, je vous rassure tout de suite, parce que... C'est juste une touche. Et justement, vous qui êtes dans ce métier
depuis des générations. Vous avez assisté en tant qu'enfant aux créations de votre papa, qui essayait des choses, mais vous vous rendiez compte qu'au final, les gens revenaient souvent au même choix, au même gâteau favori. Est-ce que En Alsace, c'est la forêt noire. Oui, en effet. Est-ce que justement, vous êtes pas donné comme mission d'être un peu ce qu'on appelle en anglais un trendsetter, un découvreur, celui qui fait découvrir en tout cas au public de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations. Et c'est ce que vous avez quand même réussi à atteindre en proposant justement des goûts emblématiques. Je pense au Mogador, évidemment, passion, chocolat, ou alors au Ispahan, rose, litchi, framboise. Est-ce que justement vous vous êtes donné cette mission de vous dire ils vont aller vers ce vers quoi je les amène en fait? Et oui, moi j'essaye de faire partager et de faire découvrir. Par exemple, une des dernières créations, c'est Estella. Estella, c'est blé noir, praliné au pignon de cèdre, gelé avec des herbes fraîches comme la menthe, la coriandre, la livèche et la sauge. Et puis une crème au pignon et au bourgeon de pin. Donc c'est tout un voyage, mais c'est des saveurs inhabituelles, mais tellement juste, tellement bon. J'adore ce gâteau. Alors, c'est pour moi le futur Ispahan. Ah, redites-nous le nom, du coup, le Estella. 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 Retenez bien en exclusivité sur Radio Julie, le Estella, c'est le futur Ispahan. Alors, encore une fois, donc, comment ça s'est passé ça, depuis fin octobre que vous avez lancé cette collection, pierre par pierre? Quels sont les retours que vous avez du public et comment vous arrivez à voir quels sont les favoris, j'imagine, par rapport au volume des ventes, etc. Alors, tout d'abord, dans la période de Noël, commence par les calendriers de l'Avent, et là, sold out. Il n'y a plus un calendrier de l'Avent. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on est quand même au mois de décembre. Mais après, on met en vente les chocolats, les macarons, tous les autres produits de fête. Et d'abord, on met en vente les petites bûches, ce qu'on appelle les bûchettes, pour donner un avant-goût. Et puis, demain ou après-demain, on met en vente les bûches. Les grandes bûches traditionnelles. Pour qu'on puisse découvrir déjà l'assortiment des bûches de Noël de la maison. Et donc, j'imagine que la semaine de fête, c'est vraiment branle-bas de combat. Comment ça se passe en termes de... Les pâtissiers adorent Noël. Ouais. Parce que c'est un moment de mobilisation extraordinaire. On travaille beaucoup, mais c'est une joie, c'est un plaisir, c'est un bonheur pour tous les pâtissiers. C'est vrai que c'est vraiment la fête pour vous, quoi. C'est vraiment justement, comment on arrive à modeler en fonction de l'année, puisque vous avez un travail quand même assez saisonnier. Comment vous arrivez à modeler ces périodes de très forte activité, puis faire revenir les gens sur d'autres goûts, d'autres sensations à d'autres périodes où on est moins enclin? On travaille davantage, on recrute des gens pour venir au pic d'activité, et puis on mobilise tout le monde. Là, les pâtissiers ne prennent pas de jours de congé au moment du 24, il n'y a personne en congé, tout le monde travaille, tout le monde est là. Sur le pont, littéralement, quoi. J'avais vu un ancien reportage où on vous voyait justement à l'approche du coup de feu boire un verre avec vos employés, justement. Ça, c'est important. Ça veut dire que le 24 au petit déjeuner, parce que les gens travaillent toute la nuit, on fait un casse-croûte ensemble et on boit un coup, on mange quelque chose. On prend des forces avant. On mange quelque chose de bon. Et avant puis, le lever de rideau, quoi. Et puis on partage un moment ensemble parce que tout le monde a beaucoup travaillé, donc c'est aussi bien d'échanger, de voir comment ça s'est passé, de discuter ensemble. C'est aussi ça. La pâtisserie, c'est un travail d'équipe. Et c'est l'équipe qui fait la réussite de ce travail de pâtissier. Justement, et vous en parlez beaucoup et ça fait plaisir, c'est vrai, parce que évidemment les gens viennent pour votre nom à vous, mais ils viennent aussi pour la rigueur que vous avez à engager des gens qui sont passionnés comme vous, en fait, j'imagine. Alors on engage des gens passionnés, on les forme, on les accompagne, et effectivement les recettes sont extrêmement codifiées, extrêmement précises, décrites jusqu'au moindre geste, et c'est ce qui permet de faire le même produit à Paris qu'à Tokyo, qu'à Marrakech, qu'à Riyad ou ailleurs. Donc c'est vraiment
un travail d'encadrement et de partage de recettes. Pas de recettes secrètes. C'est nous, les recettes sont partagées. Et puis, on transmet. C'est toujours le mot transmission revient à différentes étapes des parcours dans la maison. Justement, vous avez parlé de la bienveillance tout à l'heure, qui fait partie intégrante de votre philosophie et de cette transmission. Est-ce que vous avez bénéficié vous-même dans votre parcours de jeunes pâtissiers de ces valeurs-là? Ah oui, moi j'ai appris mon métier dans une maison qui s'appelle la Maison Le Nôtre. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai pas eu un apprentissage dur, parce que parfois des gens parlent d'un apprentissage dur. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Pour moi, ça a été que du bonheur, et j'ai vraiment appris ce que je sais faire dans cette maison. Pour moi, ça a été fondateur, et c'est encore aujourd'hui sur ces valeurs-là, sur cet enseignement que mon savoir-faire s'appuie. Alors, on va évidemment dans cette émission revenir sur ce parcours incroyable qui est le vôtre. Je rappelle donc qu'on peut retrouver dès à présent la collection Pierre par Pierre de macarons. Alors, je cite donc Jade, pamplemousse rose et avocat. Il y a aussi émeraude avec du poivre de sapin. Alors là, on est vraiment et du miel. Là aussi, on est vraiment dans Noël. Le poivre de sapin a un joli goût, et le miel vient juste donner un petit twist, un assaisonnement, on pourrait qualifier ça, et ça donne vraiment un joli goût. Alors effectivement, le sapin rappelle Noël, mais c'est surtout un goût très agréable. Et donc, je rappelle encore une fois la truffe noire avec le pain poilane aussi, dont se servent les dégustateurs de chocolat pour justement se laver le palais entre deux chocolats. On a aussi évidemment du macaron pas d'épices. Donc là, on est vraiment à fond dans Noël. Et aussi pour encore plus de voyages au sein des fêtes, églantines, figues et foie gras. Donc on va retrouver encore tout ça, la collection Pierre par Pierre, dans quelques instants, et on va revenir sur votre parcours. Nous sommes avec le légendaire Pierre Hermé dans les studios de Radio J. On se retrouve dans quelques instants, juste après le Flash Info, pour en savoir plus sur ce parcours fait plein d'étoiles. À tout de suite sur Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. L'armée israélienne a mené une attaque de drone contre 2 terroristes à Toubas en Judée-Samarie. Cela s'est passé en début d'après-midi. Ce matin, en revanche, un drone lancé par les Houthis du Yémen vers la ville de Yavne, dans le sud d'Israël, a impacté un immeuble sans faire de blessés. Un engin qui n'avait pas été détecté par la défense israélienne. Tsahal a frappé des sites syriens de stockage d'armes chimiques et de missiles longue portée dans la journée, selon le ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu. Gideon Sa'ar précise que le déploiement des forces israéliennes dans la zone tampon avec la Syrie est temporaire. Au lendemain de la chute du régime syrien, justement, la Russie refuse de confirmer la présence de Bachar el-Assad sur son sol. Il n'y a rien à dire sur les déplacements d'Assad, a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Il est certain que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée pour l'Observatoire européen Copernicus. 2024 est aussi la première année à franchir le plafond de 1,5 degré, limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris signé en 2015, accord qui visait à contenir le changement climatique sous la barre des 2 degrés de réchauffement global. En France, le président a repris ce matin ses consultations politiques à l'Élysée pour trouver un nouveau Premier ministre. Après les députés indépendants du groupe Lyot, puis les communistes, Emmanuel Macron a reçu les écologistes. Leur chef, Marine Tondelier, s'est dite satisfaite en quittant le palais présidentiel. Enfin, bonne nouvelle pour la France. La comédie musicale Emilia Pérez de Jacques Audiard est en tête des nominations aux Golden Globes et concourra dans 10 catégories. Une autre cinéaste française se distingue aujourd'hui, Coralie Fargin, qui obtient 5 nominations pour son film The Substance. Merci Etanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, nous sommes avec Pierre Hermé qui nous présente sa collection pour les fêtes. C'est un délice, à tout de suite sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités.
de 6h à 9h. Au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins de 6h à 9h sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Alors qu'on observe une flambée des actes antisémites qui affectent particulièrement les plus démunis, la Fondation Kazib Kojasor travaille sans relâche auprès des 30 000 personnes aidées quotidiennement. Destinez votre don aux milliers de familles en difficulté sociale, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux survivants de la Shoah. Adressez vos dons avant le 31 décembre et vous bénéficierez d'une déduction fiscale jusqu'à 75%. Fondation Kazib Kojasor, 01 49 23 71 40. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes dans la suite de cette émission avec Pierre Hermé qui nous présente sa collection pour les fêtes 2024. Et j'ai envie de vous mettre dans une petite bulle de légèreté hors du marasme de ces fêtes justement et de ce tourbillon. On va écouter un petit son. Je crois que vous aimez bien ce genre de musique. Si je vous dis Diana Krall. Ah oui. Ça vous parle? Je l'ai pas reconnu là, mais moi j'aime bien Diana Krall. The Look of Love. Est-ce que vous aimez vous accompagner comme ça en musique quand vous êtes dans vos laboratoires? Alors moi j'aime bien la musique et j'aime bien travailler en musique. Je le fais pas toujours parce que parfois j'y pense pas, mais quand j'y pense, je mets la musique et j'adore ça. Alors j'ai envie évidemment d'en savoir plus sur vous, sur qui vous êtes et votre parcours, ce qui vous a inspiré. Donc, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge si vous trouvez que je suis hors sujet ou que mes sources sont fausses. Je ne veux pas de fake news, donc vous avez un petit buzzer devant vous. N'hésitez pas à appuyer dessus si je me plante. Donc, c'est parti. Direction la belle région d'Alsace, on va écouter un peu. Chaussée de neige et coiffée d'une étoile, voici Noël qui ouvre son bal. Et chaque enfant du pays alsacien l'accueille en chantant plein d'entrain. Vous connaissez ? Alors c'est pas une musique alsacienne, c'est très français, mais ça évoque l'Alsace. C'est le Noël alsacien. Alors ça m'a fait penser à vous parce que vous êtes né quelques semaines avant Noël. Donc... Mais, c'est vrai que Noël en Alsace, c'est c'est le folklore, c'est les marchés. Les marchés de Noël. Et j'y suis allé la semaine dernière et c'est incroyable. Et je crois que d'année en année, ça s'amplifie. Il y a des décorations incroyables accrochées aux maisons. Si on va dans le village de Kaisersberg ou dans le village de Obernai, il y a des décos incroyables. On se croirait à Disney. C'est ça. C'est le Disneyland de Noël, en fait. Les maisons à colombage naturel et normal en Alsace, plus les décors de Noël, ça fait vraiment... ça fait vraiment It's a Small World de Disney. On se croirait effectivement dans le... Je me demande si Walt Disney n'était pas alsacien. Non, pour le coup, il était d'origine française. Oui. Vous le savez peut-être. Oui. Ouais, Disney, c'est Disney en fait. La crème Disney, qu'est-ce que vous en servez il a dû aller en Alsace, c'est sûr. C'est sûr, pour s'inspirer avec ces petites maisons colorées dans ce voyage de fantaisie. Alors, le 20
20 novembre donc 1961, les cigognes de la région livrent un bébé à Suzanne et Georges Hermé, donc à Colmar, ville connue pour ses façades pittoresques, comme on l'a dit, son marché de Noël, son accent chantant, ses bretzels et autres gourmandises. C'est peut-être pas anodin d'ailleurs, si vous êtes né dans cette région, si votre moment de l'année c'est Noël aussi, enfin il y a quelque chose comme ça d'assez logique, je dirais. Et donc le petit Pierre est le fruit d'un héritage de 4 générations de boulangers-pâtissiers, dont la boutique était une adresse incontournable au 11 avenue d'Alsace. Elle ressemblait à quoi cette boutique ? C'est une boutique de pâtisserie très classique. Pour l'anecdote, il y a des collaborateurs qu'on retrouvait sur un site de vente par correspondance. Ils ont retrouvé la vitre qui était à l'entrée de la boutique sur la porte, avec marqué Camille Hermé, qui était le nom de mon grand-père. Et ils l'ont acheté parce qu'ils ont trouvé ça drôle. Mais c'était vraiment une pâtisserie de quartier traditionnelle. Mes parents étaient installés dans un quartier maraîcher et où il y avait des industries textiles. Et donc, le matin, ma mère ouvrait la boutique à 5 heures. Et les gens qui allaient à l'usine venaient déjà acheter leur pain, leur viennoiserie, enfin des différentes choses chez ma mère. Donc 4 générations, c'est-à-dire on remonte jusqu'à votre arrière-grand-père. Ça date de quelle année ça, La maison a été fondée en 1870. C'est fou comme ça d'avoir une trace aussi précise de son arbre généalogique, c'est quand même incroyable. Il y a même un client un jour qui a trouvé une photo de mon arrière-grand-père parce que ça se situait... la devanture était marquée en allemand, donc c'était probablement pendant la guerère. Oui, parce que forcément, comme on est en Alsace, ça a changé allemand, de tantôt français, voilà. Tantôt voilà. Vous avez entendu parler de ses parents, ses grands-parents et arrière-grands-parents. C'est quelque chose dont on parlait à la maison. J'ai pas connu mon grand-père paternel. Et donc, mais j'ai entendu parler de lui. C'est quelqu'un qui aimait bien collectionner les pièces de monnaie, les antiquités. Et donc, il nous a laissé quelques souvenirs. Et est-ce qu'il vous a laissé quelques recettes aussi ? Non, mais mon père m'a laissé un certain nombre de recettes. Notamment, aujourd'hui, pour Noël, je propose du panettone, mais aussi un stollen. Oui. Le stollen, qui est une pâtisserie traditionnelle alsacienne, allemande. Et c'est la recette de mon père, avec les mêmes épices qu'utilisait mon père, le même fournisseur d'épices qu'utilisait mon père. Donc, oui, j'ai comme ça quelques recettes, mais quand je suis arrivé en apprentissage chez Le Nôtre, j'ai découvert un autre monde. Je pensais savoir faire la pâtisserie, mais je ne savais rien faire à côté de ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert chez Le Nôtre. Effectivement, votre père avait cette habitude de faire les pâtisseries avec la margarine. Ben oui, c'était son apprentissage en Suisse qui l'avait amené là. Mais oui, mon père ne faisait avec du beurre que le kouglof. Parce qu'à l'époque, le beurre était beaucoup plus cher que la margarine. Et mon père avait appris comme ça, donc il reproduisait ce qu'il avait appris. Donc vous avez découvert un nouveau monde et on va revenir là-dessus au moment où vous êtes allé chez Le Nôtre. Alors, ça travaille très dur dans l'entreprise familiale, si bien que votre grand-mère, donc, j'imagine la maman de votre papa, peut-être, suggère à votre maman, à votre naissance, de vous laisser chez une nourrice dans les Vosges. Balaroche, c'est ça ? La Baroche. La Baroche. La Baroche, et non pas Balaroche. À La Baroche, vous gardez des souvenirs de cette période-là ? J'ai gardé des souvenirs parce que j'y suis retourné après en vacances, donc, mais pas de mon enfance, non. Et cette nourrice que vous aviez, vous ne l'avez pas revue ? Si, bien sûr, je l'ai revue et j'y allais jusqu'à l'âge de 10-12 ans, j'y allais en vacances. Donc chez elle ? Ouais. Du coup, comment, vers 3 ans, vous revenez à la maison et enfin, vous baignez dans cet univers de travail, j'imagine, et d'efforts. C'est quoi l'image que vous avez de vos parents enfants ? Toujours en train de travailler. Parce qu'en fait, mes parents, non seulement ils travaillaient tout le temps, ils ne se reposaient que le dimanche, et encore le dimanche, il y avait des livraisons de gâteaux chez les clients. Et puis, ils avaient un certain nombre de collaborateurs qu'ils hébergeaient. Donc, qui étaient avec nous au déjeuner, au dîner, qui étaient tout le temps avec nous. Donc, ils faisaient partie de la famille. De la famille, oui, en quelque sorte.
Donc vous avez baigné depuis votre enfance dans cet univers justement de transmission, de groupe, de discipline. C'est des choses qui faisaient vraiment partie de vous, ça faisait partie de votre ADN, j'imagine. Chez nous, tout le monde, les employés dormaient dans notre maison, ils étaient logés dans notre maison, tout ça, c'était incroyable. Vous avez un souvenir en particulier d'une découverte que vous ayez faite? J'imagine que votre papa vous montrait des choses. Quand j'étais enfant, j'avais le droit de faire la plonge, de nettoyer les plaques, de déneuter les fruits, de d'éplucher les marrons, des petites tâches. Puis petit à petit, j'ai eu l'autorisation de faire des tâches un peu plus gratifiantes. Responsabilisantes. Jusqu'à faire des gâteaux à l'âge de 10-12 ans, oui. Et c'est vrai que cette notion de mérite, c'est quelque chose qui vous a suivi. Ah non, je l'ai gagné, la confiance. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. De gagner le mérite, Voilà, c'est ça, oui. Et donc, vous êtes... mon père avait auprès de lui un chef pâtissier qui s'appelle Bernard Cessa, et qui, lui, avait cette envie de transmettre déjà, et donc qui m'apprenait à faire des choses qui me faisaient voir, et qui ensuite me faisait confiance et me permettait de faire des choses. Donc déjà, on était déjà dans la transmission. Vous vous souvenez de votre première recette, du coup, puisque à 10-12 ans, vous vous dites que vous avez commencé vos premiers gâteaux? J'ai fait plein de choses. Je ne me rappelle pas d'une première recette, parce que pour moi, c'était un univers dans lequel j'étais plongé. Donc, je ne pourrais pas dire quand est-ce que j'ai fait une première recette tout seul. Ou alors quelque chose que vous préfériez faire, peut-être, parmi tout ce que vous prépariez? Alors, quelque chose pour lequel vous aviez plus d'affinité? Dans mon parcours d'enfant, j'avais le droit aussi à décorer les bûches de Noël. Ah. Mettre les champignons, les petits Pères lutins, Noël, les petits sapins. Les petites... les feuilles de houx et tout ça. Ça faisait partie des tâches qu'on me déléguait. Alors, donc très tôt... Vers 9 ans, vous dites que vous dites vraiment... Je savais que je voulais être pâtissier, oui. Il y a eu un déclic ou c'est venu naturellement parce que c'était dans la famille? J'ai dit à mes parents que je voulais être pâtissier. Alors ma mère, elle aurait aimé que je fasse autre chose, parce qu'elle me disait que c'était un métier trop dur et que je ne trouverais jamais de femme. Parce qu'elle avait... Et pourtant, elle était la femme de votre papa, quand même. Et donc mais elle n'a pas réussi à me décourager, parce qu'elle n'a pas vraiment cherché à me décourager. Et puis ensuite, je devais faire un apprentissage en Alsace auprès d'un pâtissier. Et mon père, un jour, a vu une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace que Le Nôtre cherchait des apprentis. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Le Nôtre, après avoir écrit une belle lettre avec ma grand-mère. Et mes parents sont allés me présenter chez Le Nôtre. C'est mignon de voir comment toute la famille était derrière vous à ce moment-là. Que ce soit votre grand-mère, vos parents... Et effectivement, il y a rien d'anodin. Alors vous dites que vous aimez pas trop remonter dans le temps, c'est pas votre truc, la nostalgie. En fait, j'aime bien remonter l'histoire pour savoir d'où on vient, pourquoi on l'a fait et comment. Mais après, j'ai pas le goût du passé. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas parce que vous aviez pas le temps dans le passé, parce que ça allait trop vite? Pour ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, parce que c'est là que je veux vivre. Mm-hmm. Oui, d'ailleurs, quand on vous demande quel est votre macaron préféré, vous dites... C'est le prochain. Voilà. Donc, ceci dit, en ce moment, je me régale avec celui à la truffe noire et au pain poilane. Voilà, c'est le petit chouchou. Donc, allez le goûter dans cette collection Pierre par Pierre. Alors, vous allez aussi... en fait, vous avez l'habitude quand même assez tôt d'être quelqu'un d'autonome, que ce soit à travers les tâches que vous donnent vos parents et à travers cette éducation. Vous avez aussi été en pension. L'idée d'arriver à Paris en apprentissage tout seul à l'âge de 14 ans, ça donne une forme d'autonomie. Effectivement. Et vous étiez déjà allé en pension avant ça? Ouais, c'est ça. Chez les frères marianistes à Isenheim. Mariste. À l'Institut Champagnat à Isenheim. Vous en gardez quel souvenir? Très bons souvenirs, j'ai que des bons souvenirs. Le début a été dur parce que un autre univers scolaire, la première année a été dure, mais après ça a été que du bonheur. Donc vous aviez l'habitude de vous retrouver comme ça dans des nouveaux contextes, un peu seul face à des nouvelles équipes. C'est quelque chose qui a été présent depuis le début. C'est vrai que ça renforce. Donc vous allez effectivement après être en stage chez Le Nôtre. Mais alors c'est assez rigolo quand votre maman prend de vos nouvelles, elle vous pose 3 questions. C'est quoi?
Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as maigri? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu as maigri? C'est-à-dire, comment ça se passe chez vos parents, justement, à part cette culture de ce métier qui est déjà un énorme morceau? Est-ce qu'ils ont le temps de vous apprendre autre chose? Les seuls moments où vous vous retrouvez avec eux, c'est quand vous allez en vacances en Italie? Voilà, en vacances en Italie. Et puis le dimanche, parfois dans une promenade dans les Vosges. Mes parents faisaient partie d'un club vosgien, celui de Turkheim, et nous allions, qui est un village à côté de Colmar, et nous allions faire des petites excursions qui nous menaient sur les chemins vosgiens. Et en termes justement de culture, etc., ils avaient le temps de vous inculquer ce genre de choses, ou vraiment ça restait beaucoup dans la pâtisserie, la gastronomie? Mes parents aimaient bien visiter, donc on a visité l'Italie, on a visité Florence, on a visité Milan, on a visité Saint-Marin, enfin bon. Mais ça restait assez limité parce que mes parents étaient très occupés par leur métier et ils étaient concentrés là-dessus. Alors, quand vous êtes adolescent, vous écoutez ça? Vous aimiez bien? Oui, j'aimais bien, oui. J'aime toujours, d'ailleurs. Alors, il est vrai que, donc, comme vous l'avez dit, à 14 ans, direction le plus grand pâtissier qui a donné un voile de modernité à cette discipline et puis toute sa noblesse, Gaston Lenôtre. Alors, on va l'écouter. Pour moi, Gaston Lenôtre, c'est le maître. Donc, je dirais que c'est lui qui a fait évoluer la pâtisserie, qui a réussi aussi à en faire parler, qui a communiqué à partir de ça, et qui a, je dirais, élevé aussi le niveau général de la pâtisserie en France et en Europe. La critique vaut aussi pour Pierre Hermé, même s'il fut l'un de ses meilleurs éléments. Il était avec un chef. Et quand je faisais des compliments sur les décors qu'il produisait en vitrine, je croyais que c'était le chef qui les avait fait. En fait, après, j'ai appris que c'était Pierre qui les faisait. Et là, j'ai fait sa connaissance beaucoup plus rapidement, si vous voulez, d'une façon beaucoup plus complète, en le complimentant sur l'imagination qu'il avait déjà à cette période. On vient d'entendre Gaston Lenôtre qui parle de vous et qui avait beaucoup d'estime pour vous. Vous disiez que du coup, grâce à lui, vous avez eu cette relation de bienveillance, cette philosophie, cet art de vivre de la pâtisserie, de la transmission. Et c'est vrai que pour le grand public, des fois, les gens peuvent peut-être s'imaginer que la concurrence ferait que, comme on l'a dit, dans la cuisine, il pourrait y avoir peut-être des fois un peu de malveillance ou de difficultés. Et vous avez eu la chance, vous, de... Ce que j'essaye de cultiver depuis toujours et au sein de l'entreprise en particulier, c'est vraiment cette bienveillance. Nos confrères sont probablement des concurrents dans certains domaines, mais c'est avant tout des confrères. Et donc, la fraternité, pour moi, est au-delà de l'esprit de concurrence. La concurrence, c'est dans ce que chacun fait tous les jours. La fraternité, c'est dans la relation et c'est tous les jours. Et c'est ce qu'on retrouve, effectivement, des fois, quand on peut vous voir dans certains reportages ou dans certaines émissions, quand on voit l'estime qu'ont les gens pour cette relation, cette confiance que vous leur donnez. Enfin, moi, j'ai pleuré plus d'une fois, donc voilà. Je trouve ça assez admirable parce que c'est vrai que, par exemple, dans cette émission, j'accueille des artistes et des fois, certains ont la chance de trouver des mentors. C'est pas le cas de tous, mais en tout cas, de manière assez absolue et beaucoup plus générale dans votre discipline à vous, en tout cas, on le retrouve de manière plus présente, ce côté mentor, cette transmission que des fois on ne retrouve pas forcément dans tous les arts, en fait. Et d'ailleurs, j'ai entrepris une action. J'ai créé avec un certain nombre de personnes une association qui s'appelle Pâtisserie et Patrimoine, partant d'une constatation que le savoir-faire pâtissier français était unique. Cette association va s'occuper d'inscrire le savoir-faire pâtissier auprès du ministère de la Culture au patrimoine immatériel. Et c'est quelque chose, c'est une démarche qui est intéressante parce qu'elle rassemble, moi, tous les gens dans le métier auquel je parle de cette association et de ce travail, qui est un travail de longue haleine sur un certain nombre d'années.
adhèrent et demandent comment ils peuvent aider, sont extrêmement proactifs, des plus anciens aux plus jeunes. C'est vraiment quelque chose qui est fédérateur et pour moi important de faire des choses pour notre métier. Parce que notre métier, c'est une activité, mais il y a une image un peu plus grande qui est l'ensemble de la profession et notre travail en tant que pâtissier confirmé, on dira tout ce qu'on veut, c'est de mettre en valeur notre profession à l'intérieur de la profession et puis auprès du public. Et de mettre en valeur aussi le pays, en fait. Oui. Ouais. Justement, on vient de voir la réouverture de Notre-Dame et la mise en lumière de beaucoup de corps de métier et d'artisans de toutes sortes. Vous dites que vous êtes un architecte du goût. Donc là, on a vu l'architecte de Notre-Dame et c'est vrai que vous faites aussi partie, le fait qu'il y ait des institutions comme la vôtre et la pâtisserie française attire le public international, en fait, fait que les gens viennent à Paris. Oui. Ça fait partie de la découverte de la ville, en fait, de la capitale. Il y a quelques années, j'avais suggéré à Anne Hidalgo de créer un prix de la pâtisserie de Paris, un grand prix de la pâtisserie de Paris. Et donc, elle m'a suivi dans ma suggestion et j'essaye de l'accompagner pour organiser ce grand prix. On a assisté ces jours-ci à la 4e édition et donc, ça permet de mettre en valeur un artisan de Paris qui utilise des produits qui sont originaires de Paris et qui mettent en valeur la pâtisserie parisienne, parce que beaucoup de touristes aujourd'hui viennent pour les monuments, pour la gastronomie et aussi pour la pâtisserie. Effectivement, quand on voit désormais, on parlait de Disneyland, Colmark, c'était le Disneyland de Noël, mais quand on voit désormais des devantures de pâtisserie, il y a des files d'attente pas possibles aujourd'hui. C'est devenu... Dernièrement, j'ai remis le prix des Lumières de Paris à Cédric Grolet. Le jury lui avait attribué. Mais justement, je mettais en valeur son rayonnement. À l'international, il y a des gens qui font le déplacement de partout dans le monde pour venir faire la queue et venir goûter un gâteau de Cédric Grolet. C'est ça. Et donc, je pensais un peu à lui aussi. C'est quelqu'un qui contribue au rayonnement de Paris. De la capitale. Et donc, c'est pour ça qu'il a été décoré des Lumières de illuminé. Paris. Alors, revenons sur le jeune apprenti que vous étiez, donc, et sur cette transmission de chez Le Nôtre. À ce moment-là, donc, vous êtes déjà rodé à la vie, à la dure, à la vie en solitaire et au travail, au sens de l'effort. Vous êtes en chambre de bonne à Paris, donc. Et vous allez jusqu'à Plaisir pour aller dans les ateliers Le Nôtre. Comment ça se passe cette période, justement, ces années J'avais qu'une trouille, c'était de me faire débarquer et d'avoir mon ticket retour sur ma valise. Donc, je me tenais à carreau et je travaillais. J'étais volontaire tout le temps pour travailler. On avait besoin de quelqu'un pour faire des extras, on avait besoin de quelqu'un pour faire des heures supplémentaires. J'avais que ça à faire. Et d'autant plus, ça me permettait de gagner un peu plus d'argent parce que le salaire d'un apprenti à l'époque, je me rappelle, mon premier salaire était de 180 francs. Donc, mes parents, ils n'avaient pas conscience du coût de la vie parisienne. Donc, j'osais pas leur demander non plus de l'argent. Donc, j'ai essayé de travailler plus pour gagner plus, comme dirait un certain président. Tout à fait. Et vous dites, j'avais peur de revenir, mais en même temps, vous étiez quand même très discipliné. Vous aviez peur de mal faire, vous aviez une certaine pression familiale aussi de vous dire... Une pression que je me mettais parce que mes parents... il n'y avait pas d'obligation vis-à-vis de mes parents, mais je ne voulais pas trahir la confiance qu'ils m'avaient donnée. Oui, surtout qu'ils vous avaient quand même entraîné vers ce chemin-là. Mais quand même, vous êtes à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'on vous fait sentir que vous êtes un prodige à ce moment-là? Ah non. Pas du tout. Non, j'ai beaucoup travaillé. J'allais même travailler mes jours de repos pour apprendre des choses que je n'avais pas l'occasion d'apprendre en temps normal. Par exemple, chez Le Nôtre, il y avait un poste où on faisait que du décor. Donc les apprentis n'y passaient pas normalement. Et moi, j'ai dit, moi, je veux apprendre ça. Je veux apprendre à faire du sucre, des pièces montées. Donc j'y allais pendant mes jours de repos. Et je me mettais à la disposition des pâtissiers, des chefs, pour faire ce qu'ils avaient envie de m'apprendre.
Et donc, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Vous Donc, étiez j'ai l'employé toujours rêvé, quoi, en fait, d'une certaine manière. Parce que je le faisais surtout pour moi, pour apprendre. Mhm. C'est fou. Et voilà, la passion fait que du coup, l'apprentissage passe beaucoup plus facilement, évidemment. Et donc, alors, ça va s'arrêter parce que vous allez devoir faire votre service militaire. Et même là, eh bien, vous allez encore cuisiner. C'est là que vous allez faire vos premières créations, en vrai. Voilà. En fait, j'en ai parlé à M. Lenotre qui m'a dit qu'il allait s'occuper de moi. Donc, il m'a envoyé à l'Élysée voir le chef pâtissier de l'époque et qui a fait en sorte que je puisse être nommé dans un ministère. Et j'étais nommé au ministère de la Défense. Auprès de Charles Hernu. Voilà, Charles Hernu, c'était en 81. Charles Hernu venait d'arriver au ministère de la Défense. Et c'était un gourmand, c'est quelqu'un qui aimait manger. Donc pour moi, c'était le client rêvé, le cobaye rêvé. Donc voilà comment a commencé la création de Pierre Hermé. On revient dans quelques instants après le journal pour en savoir plus sur la suite de ce parcours incroyable. On retrouve évidemment toutes ces collections des fêtes de fin d'année. On a les bûches, on a la collection Pierre par Pierre de nouveaux macarons. À tout de suite sur Radio J, juste après le journal de Ethanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Devenez le leader de votre communauté. Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cœur en vous professionnalisant. Rejoignez l'ELIGE, l'école de leadership institutionnel juif. Un programme de l'Alliance israélite universelle qui s'adresse aux 25-35 ans de toute la France. 24 mois de formation à la connaissance du judaïsme et aux outils de leadership, adaptés au rythme d'une vie active. Pour en savoir plus et candidater, elige@aiu.org ou sur notre site aiu.org. Avec l'ELIGE, devenez le leader de demain. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, au lendemain de la chute du régime syrien, le ministre israélien de la Défense a ordonné à Tsahal d'achever la conquête de la zone tampon avec la Syrie. Hier, pour la première fois depuis 1973, des chars israéliens sont entrés en territoire syrien. Et les troupes contrôlent désormais la partie syrienne du mont Hermon. Israël Katz a demandé à l'armée d'établir des contacts avec la communauté druze et d'autres populations du sud de la Syrie. Objectif, protéger les localités du plateau du Golan des rebelles djihadistes. Une présence temporaire a assuré le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar. A noté que l'armée israélienne mène depuis hier des frappes contre des cibles stratégiques anciennement aux mains du régime syrien. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence dans les prochaines heures pour évoquer la situation en Syrie. Les consultations qui auront lieu à partir de 15h à New York, soit 21h à Paris, ont été réclamées hier par la Russie. Et pendant ce temps, l'ONU estime que toute transition politique en Syrie doit garantir que les auteurs de violations graves rendent des comptes, tout comme les hommes politiques. C'est en tout cas le souhait de Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Retour sur le terrain, 4 réservistes israéliens ont trouvé la mort hier dans l'effondrement d'un tunnel dans le sud du Liban. Les capitaines Yevgeny Zinershein, 43 ans, de Zichron Yaakov, Sagi Yaakov Rubinstein, 31 ans, de Lavi, le sergent-major Benjamin Destaou Negoussa, 28 ans, de Beit Shemesh, et le sergent Erez Ben Ephraim, 25 ans, de Ramat Gan. Selon une première enquête de Tsahal, les soldats inspecté un souterrain dans la région de l'Abouné à la recherche de caches d'armes et d'explosifs. Pascal Sunshine.
Une explosion s'est produite après leur entrée dans un tunnel. Il a fallu de longues heures aux sauveteurs pour les retirer des décombres. Tsahal enquête pour déterminer ce qui a provoqué l'explosion. Les forces de sécurité israéliennes qui n'ont pas encore quitté le sud Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre continuent à ratisser la zone sous leur contrôle pour neutraliser un maximum d'arsenaux et d'infrastructures du Hezbollah qui représentent toujours une menace pour la sécurité du nord d'Israël. Et puis ce matin, c'est un autre rappel de la guerre en cours sous la forme d'un drone suicide qui s'est abattu sur le dernier étage d'un immeuble d'habitation à Yavne, près d'Ashdod. Il y a eu d'importants dégâts matériels, mais heureusement aucun blessé, et ce alors qu'il n'y a pas eu d'alerte. Tsahal a confirmé que le drone de fabrication iranienne avait été lancé depuis le Yémen et qu'il n'avait été repéré par la défense antiaérienne que lorsqu'il avait survolé Sderot et Ashdod avant de disparaître des radars sans avoir pu être intercepté, ce qui explique qu'aucune sirène n'est retentie avant l'impact. Notre correspondante en Israël, Pascal Zonshine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky propose le déploiement de forces étrangères en Ukraine jusqu'à l'adhésion du pays à l'OTAN. Il a annoncé son intention d'en discuter prochainement avec son homologue américain Joe Biden, tout en précisant qu'il ne serait pas pertinent d'en parler avec son successeur avant une éventuelle prise de fonction. Hier soir, justement, Donald Trump annonçait que Kiev devait s'attendre à un affaiblissement de l'aide des États-Unis dès son entrée en fonction dans le bureau ovale. Ce sera fin janvier. Politique en France à présent, 5 jours après la censure du gouvernement, le président a repris ce matin ses consultations pour trouver un nouveau Premier ministre. Le président de la République a reçu les députés indépendants du groupe Lyot dès 9h, suivi des élus communistes et des écologistes. Le RN est mécaniquement écarté de la solution pour former un nouvel exécutif, affirme cet après-midi l'écologiste Marine Tondelier à l'issue des consultations. Le président de la République a compris qu'il devait arrêter de n'en faire qu'à sa tête et de se précipiter dans des nominations qui conduiraient à des censures. Et donc c'est une première leçon intéressante de la journée. Et la deuxième leçon intéressante, c'est qu'il a répété à plusieurs reprises que, en gros, que la solution ne pourrait plus reposer ou pas reposer sur un accord avec le Rassemblement national qui s'est montré quand même un piètre partenaire dans la séquence. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, qui a précisé qu'une réunion avec les différentes forces politiques pourrait avoir lieu demain. Le nom du futur Premier ministre devrait lui être connu d'ici mercredi, selon cette dernière. Enfin, la loi de finances spéciale est prête à annoncer ce matin le ministre démissionnaire du budget, Laurent Saint-Martin. Elle doit notamment permettre de prélever l'impôt et de financer les services publics avant que le prochain gouvernement ne prépare au début de l'année prochaine un nouveau budget. Pour rappel, au cours de son allocution jeudi dernier, Emmanuel Macron avait annoncé la présentation de cette loi spéciale d'urgence pour permettre d'assurer la vie du pays. Merci Etanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous, je suis avec Pierre Hermé qui nous présente ses chocolats, ses bûches, ses macarons. C'est un vrai bonheur. On se retrouve tout de suite dans le Annabelle Show. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h-22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour la cerise sur le gâteau. Tiens, la cerise sur le gâteau, ça me rappelle une de vos créations, Pierre Hermé. Ça sent bon le chocolat dans le studio. Nous sommes avec Pierre Hermé, avec qui on discute de son parcours. Un peu de musique, tiens. Alors, Pierre, on évoquait votre passage par l'armée. Et comment ça a été votre premier lieu de création, puisque vous avez pu enfin être maître à bord et vous donner à vos inspirations. On va écouter un petit son que je crois vous aimez bien. Ouais.
en dire plus sur cette chanson? J'aime bien, je trouve qu'il dit beaucoup de choses dans cette chanson. Et j'adore le rythme. Et Wishlist, c'est formidable. On a la liste, exactement. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous passer ce son. Wishlist, c'est la liste des envies, bien sûr. Et puis ça peut être aussi la liste des envies de la vie, tout simplement. Vous en êtes où de votre wishlist? Parce que là, on n'a pas encore fini la wishlist de toutes les étapes. Donc on en était à l'armée. Après l'armée, vous avez eu encore beaucoup d'expérience. Une fois l'aventure Le Nôtre finie, vous êtes là parti un peu à l'international en passant par la Belgique, chez Alain Passard, puis au Luxembourg, chez Oberweis. D'ailleurs, c'est une institution là-bas quand vous allez au Luxembourg et que vous passez aussi devant ces boutiques. On dirait un musée aussi, c'est assez marrant. Et puis, vous entendez dire que Fauchon cherche un nouveau chef. Et alors là, vous tentez votre chance. Comment ça se passe? J'ai un de mes amis, un meilleur de France, qui s'appelle Serge Breda, et qui me dit, c'est lui qui m'avait déjà placé au Luxembourg, et il m'a dit, Pierre, chez Fauchon, il cherche un chef pâtissier, est-ce que ça t'intéresse? Alors je dis, Fauchon, c'est pas terrible, moi j'aime pas ce qu'ils font, mais bon, s'il cherche un chef pâtissier, pour changer ça. Et donc, je vais à Paris, j'étais au Luxembourg, je vais à Paris, je rencontre le directeur commercial qui s'appelait Jean-Claude Crochard, et il m'a dit, Fauchon, c'est ceci. Effectivement, Fauchon, c'était une très grande maison avec les produits frais, les légumes, les fruits, la cuisine. C'est-à-dire toute la partie traiteur, quoi. La partie traiteur et puis les cadeaux, le vin et tout. C'est une maison extraordinaire. Mais en pâtisserie, je trouvais que tous les gâteaux étaient coupés. Il n'y avait pas de jolis gâteaux bien finis avec un vrai travail de pâtissier. Et donc, je lui dis, monsieur, oui, je suis d'accord, Fauchon est une très grande maison. Mais moi, la pâtisserie que vous faites, je l'aime pas parce que je la trouve pas bonne et pas très intéressante du point de vue du savoir-faire pâtissier. Il faut préciser à ce moment-là que vous avez 24 ans, je crois, à peu près. 23. 23, voilà. Et donc, beaucoup d'aplomb, donc. Oui, parce que je me suis dit, s'il m'embauche pour faire la même chose, je vais pas savoir faire et ça m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il fallait tout de suite afficher la couleur. S'il m'embauche pour faire autre chose, je sais pas encore quoi, mais je vais lui dire. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'il a été séduit par ce discours et donc il m'a donné une mission de faire de Fauchon, on est là en 86, la meilleure pâtisserie de Paris. Bon, j'ai dit ok, pourquoi pas. Banco. C'est au moins un challenge. Et donc j'ai essayé d'être à la hauteur du challenge et de commencer à établir un style, un savoir-faire et de former des gens. Déjà à l'époque, j'ai formé beaucoup de gens. Un certain nombre de ces personnes sont encore avec moi. Avec moi. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce mais il y en a quelques-uns. C'était il y a plus de 30 ans. Et donc, mais il y en a quelques-uns. Michael Marcelier, Richard Ledu, et il y a eu Colette Pétrement, enfin bon, des gens qui ont travaillé avec moi chez Fauchon et qui m'ont suivi dans l'aventure Pierre-Hermé Paris. Et puis, j'ai travaillé pendant 11 ans chez Fauchon. Et ensuite, j'ai travaillé pour la durée en tant que conseil pour pouvoir en même temps créer ma propre entreprise et développer la marque Pierre-Hermé. Et donc, vous en avez fait la plus grande pâtisserie de Paris, de ce fameux Fauchon? Je pense que Fauchon avait, en termes de pâtisserie, à l'époque, avait acquis une certaine réputation. Et beaucoup de gens venaient à Paris pour regarder les vitrines de Fauchon, mais pas que la pâtisserie. Et là, du coup, beaucoup de gens sont venus aussi pour regarder les vitrines de pâtisserie. Et donc, passage par la durée, comme vous avez dit. Alors, juste petite parenthèse pour revenir sur en fait, le fait que vos parents auraient voulu que vous repreniez le commerce familial. À quel moment, j'imagine qu'évidemment, toute cette trajectoire fait que vous avez envie de rester dans la capitale, de voler de vos propres ailes. À quel moment se fait cette conversation où finalement vous allez leur dire que ça va pas se faire? Elle se fait dans les années, début des années 90, parce que d'une part, je voulais pas revivre le même schéma familial, et donc je voulais pas retourner à Colmar. Et je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas retourner à Colmar. Donc à un moment donné, il a fallu le dire à mes parents. C'était pas un exercice facile. Ils s'y attendaient pas? Je pense pas, non. Mm-hmm. Pour eux, c'était une voie
tracé et c'est formidable de reprendre l'entreprise familiale, mais c'était pas mon envie. Donc, j'ai voulu faire autrement. Du coup, après coup, quand on se dit que vous n'avez pas repris le commerce familial, mais que vous avez fait de votre nom de famille, de ce nom ancestral, un nom international et connu dans le monde entier, ils ont pu vraiment apprécier cette victoire, vos parents? En fait, mon père, il l'appréciait à titre professionnel parce que ça l'intéressait à titre professionnel. Je crois que pour ma mère, c'était avant tout est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu as maigri? Elle était très pragmatique. Finalement, c'est normal de la part d'une maman. Oui. C'est pas la gloire qui l'intéresse, c'est la santé. En même temps, cette gloire faisait partie de votre épanouissement personnel, en fait. Oui. C'était le cheminement, puisque vous aviez tellement ça en vous, dans votre ADN et en passion, que c'était le résultat logique. Oui, mais c'était pas... Ma mère ne comprenait pas ça, en fait. C'était pas dans son référentiel à elle. Je me rappelle quand j'ai publié mon premier livre, donc je lui expliquais ce que je voulais faire. Je voulais faire un livre différent, machin. Et elle me dit, tu sais, mais moi, je comprends pas tout ça. Je comprends pas de quoi tu parles. Parce que c'était pas ses repères et c'est normal. Alors, sur le moment, ça m'avait peiné. Avec le recul, je comprends mieux. Justement, vous parlez de votre premier livre. Alors, je suis retombée sur ça. Plus qu'un livre de cuisine, de recettes ou de gastronomie, Secret gourmand de Pierre Hermé que publient les éditions Larousse est un véritable objet d'art, conçu par Yann Penhorst et illustré de photographies sublimes dues à Jean-Louis Bloch-Lenné. C'est que Pierre Hermé, qui est né en 1961 à Colmar et qui a appris son métier avec Gaston Lenôtre, considère la pâtisserie comme l'un des beaux-arts, lui qui, pendant son service militaire, faisait plus volontiers des confitures que des marches forcées. On retombe sur cette archive. Justement, vous avez toujours eu en vous cette envie de révolution, justement comme ce qu'avait fait avant vous Lenôtre. Pas forcément révolution, évolution. C'est-à-dire, il y a deux mots qui reviennent très souvent dans ce que vous présentez, dans ce que vous mettez en avant, c'est tradition et transgression. Oui, alors je le dirais un peu différemment, j'irais audace, différenciation et sincérité. Pour moi, c'est vraiment mes marqueurs. C'est-à-dire aller au-delà de ce que j'ai l'habitude de voir, d'avoir de l'audace. Précurseur. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est de faire des choses qui nous différencient, qui font différents des autres. Ouais. Oser mettre le pied là où ça n'a pas déjà été fait, quoi, entre guillemets. Voilà. Donc c'est vraiment ces trois mots: audace, différenciation et sincérité. Ça, c'est fondamental. Donc justement, on en venait à ce moment où, après avoir été consultant pour la durée, donc maison aussi des macarons, bien sûr, vous avez pu fonder votre propre marque, et c'est aussi grâce à la rencontre de votre associé, j'imagine, avec Charles Znati. Voilà. Et donc pendant un certain nombre d'années, je crois pas loin de 20 ans, nous avons travaillé ensemble, et puis à un moment, il a eu envie de faire autre chose, et donc aujourd'hui, il fait du chocolat. C'est assez marrant, comme on voit, évidemment, que c'est grâce aux rencontres, bien sûr, que vous faites. Et c'est important à ce moment-là, pour se lancer, que vous puissiez être tout à votre créativité, puisque j'imagine que c'est lui qui s'occupait de la partie plus administrative et que vous étiez dans la création pure. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de développer une entreprise, mais de rester dans ce que je sais faire. C'est-à-dire, mon métier, c'est créer des produits, les fabriquer, les mettre en vente, les promouvoir. Ça, c'est vraiment ce que je sais faire. Ensuite, tout ce qui est autour de la gestion, bien sûr, ça m'intéresse parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais je préfère le déléguer à d'autres. C'est pas votre cœur de métier, quoi. Et donc, cette maison se crée en 97, puis vient le premier point de vente en 98 à Tokyo, et puis après, ça... à quel moment vous vous dites vraiment, vous sentez un basculement et que vous dites ça y est? À aucun moment. À aucun moment. Vous travaillez toujours. C'était step by step. Voilà, c'est ça. On franchit une étape, une autre, on avance, et à aucun moment je me suis dit on a réussi. Encore aujourd'hui, je me dis qu'il y a encore tellement de choses à faire
que... On sent en vous vous êtes assez stoïque, vous êtes assez, vous gardez le sang-froid, et justement on sent cet héritage du travail bien fait et qui donne des résultats. Il n'y a pas d'autre voie possible. C'est-à-dire que c'est l'attention au détail, la persévérance, la remise en question. Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont importantes. C'est ce qui va vous amener, évidemment, on n'a pas le temps de tout voir parce que cette émission est trop courte pour ça, mais en tout cas, c'est ce qui vous a amené à Chevalier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres. Vous allez même cuisiner pour le roi Charles. Et on voit là... Officier. Et c'est quoi la chose la plus folle qui vous a été amené de faire avec ce métier ? Pour finir. Moi, je crois que tout ce que je fais, même au quotidien, jamais j'aurais imaginé le faire. Donc, il y a bien sûr des choses importantes, des rencontres importantes, mais je crois que vous m'auriez dit il y a 10 ans que l'entreprise allait compter pas loin de 1000 salariés et connaître le développement qu'on connaît aujourd'hui. Vous n'y auriez pas cru. Je vous aurais pas acheté le Et pourtant, pour finir, un voyant vous avait dit que vous auriez un avenir radieux. Il a eu raison. Je crois pas aux voyants. Je crois au travail et à la persévérance. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourront dire que c'est Pierre Hermé qui leur a donné envie de faire ce métier. Et ça, c'est le plus beau des compliments. Voilà. Écoutez, en tout cas, vous m'avez donné envie de vous inviter parce que voilà, avec tout ce talent et ces valeurs aussi que vous diffusez, on sent à la fois la bienveillance, le sens de l'effort. Et c'est vrai que c'est des valeurs qu'on a envie de diffuser et on a envie de diffuser ces saveurs et ces odeurs dans le studio. Merci infiniment. Un petit macaron. Un petit macaron pour la fin. Voilà, j'allais dire le mot de la fin. Un petit macaron. Je pense que c'est bien. C'est celui à point poilade. Allez, je goûte. Merci infiniment. On se retrouve demain avec les darons. C'était le Annabelle Show avec Pierre Hermé. Foncez sur sa nouvelle collection Pierre par Pierre. Quant à nous, on se retrouve demain et tout de suite Club Imo. Merci.